Mais en fait, j'ai fait une formation d'assistante sociale. Mais j'ai eu relativement de la chance. Maintenant, c'était début des années 80 aussi. J'ai trouvé rapidement du travail. Et en fait, j'ai travaillé dans, oh là là, 10, 15 endroits différents. Chaque fois avec des contrats de courte durée. Mais l'avantage m'a permis quand même de toucher à l'époque différents milieux. Le milieu de l'enfance, le milieu de l'handicap, le milieu de la formation. En fait, j'ai touché différents milieux. En 1985, j'ai été engagée également comme enseignant. J'ai alors repris une formation pendant 2 ans pour avoir ce qu'on appelait à l'époque son CAP. Je ne sais pas trop comment on appelle ça maintenant, mais voilà. Et puis alors, justement, quand j'ai fait ma formation pour avoir mon CAP, un professeur nous avait demandé de réaliser un travail en groupe sur un thème qu'on choisissait. Et donc, moi, avec deux, trois copines que je m'étais faites en classe, on avait décidé de toucher la prostitution. Parce que l'une d'entre nous avait lu un article dans la Meuse comme quoi on se prostituait, des garçons se prostituaient dans une galerie à Liège. Alors pour ce faire, j'ai rencontré le mouvement du Nid. Je ne connaissais pas du tout le milieu, je suis tombée au mouvement du Nid un peu par hasard. Et le mouvement du Nid m'a dit qu'il cherchait un bénévole pour mettre en place un travail de rue qui touchait la prostitution masculine. Et alors l'idée m'a directement emballée. En fait, le travail de rue m'intéressait déjà depuis un certain temps. J'avais déjà lu un peu de choses sur le Québec, etc. Donc ça m'intéressait réellement. Et donc j'ai sauté sur cette occasion de travail de bénévole au mouvement du Nid. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le nid? Donc le mouvement du Nid, du moins à l'époque, je répète, là on est en 1991. Donc à l'époque, le mouvement du Nid était une association très reconnue qui s'occupait de la défense des personnes prostituées. Ce que certains leur reprochaient, comme Espace P, qui s'est créé d'ailleurs un peu en opposition au mouvement du Nid, ce qu'on leur reprochait, c'était un peu de vouloir sortir les filles de la prostitution. À l'époque, le Nid avait plusieurs antennes, une à Charleroi, une à Bruxelles, une à Liège. Mais à Liège, le fonctionnement est un peu différent et je ne sentais pas en tout cas ce désir de vouloir retirer absolument et envers contre tous les femmes de la prostitution. Tout ça pour dire que je me suis sentie assez à l'aise au mouvement du Nid et donc j'ai travaillé mon travail de bénévolat. Autant vous dire que les premières semaines a été un vrai calvaire. Tous les soirs, j'allais... à l'époque, c'était Place République Française, ce n'est pas un secret. C'est là que ça se passait. J'allais là-bas observer, et j'observais rien. C'était aussi simple que ça, j'observais rien. Et puis un jour, il y a deux mecs qui nous ont abordés pour avoir une cigarette. J'incite pas à la consommation à la cigarette, mais c'est vrai que dans le travail de rue, c'est vraiment un outil de travail, un moyen de rentrer en communication avec les gens. Je serais incapable de dire le nombre de contacts que j'ai pu faire dans ma carrière sur ta panne clope. Enfin bon, voilà. Maintenant, je répète, j'incite pas à la consommation à la cigarette. Et donc, deux garçons nous ont abordés en nous demandant si on n'avait pas une clope. Je dis nous parce qu'à l'époque, je travaillais avec une collègue du mouvement du Nid, une personne rémunérée. À l'époque aussi, on travaillait de 9h à 11h. On ne travaillait pas tellement tard. Et les deux mecs, en fait, enfin non, c'est nous. On s'est dit, il faut qu'on jette à l'eau. Et on leur a expliqué qu'on était des éducateurs de rue pour la prostitution masculine. Autant vous dire qu'on était hyper à l'aise en expliquant cela. Et en fait, les deux garçons ont été hyper sympas. Et ils nous ont expliqué que c'était leur cas. Qu'en fait, ils travaillaient de la prostitution masculine. Ça a été donc mes deux premiers contacts. Et à partir de ces deux premiers contacts, j'ai rencontré les autres garçons. En fait, la prostitution masculine est assez différente de celle des femmes, notamment par le nombre. En tout cas, sur Liège,
ils sont beaucoup moins nombreux et en général, ils se connaissent tous. Et donc, à partir du moment où j'en ai connu 2, ça m'a permis de connaître tous les garçons de la place. Et puis alors, il y a eu un temps d'adaptation, un temps où les conversations tournaient plutôt autour de la pluie et du beau temps et de la dernière blague qu'on avait entendue plus qu'autre chose. Et puis petit à petit, ils ont commencé à me faire des demandes sociales. Ça a été le début vraiment, j'ai envie de dire, de mon travail de rue, mais il y a eu certainement un an entre mon début du travail et le moment où j'ai commencé à avoir des demandes sociales. Et donc j'ai commencé à avoir effectivement des demandes sociales, des demandes qui n'ont cessé de croître, à un tel point qu'il y a eu une époque où je terminais de travailler à 4 heures du matin au minimum, en ayant commencé à 21 heures. Ça a été une époque qui a duré quand même une dizaine d'années, où ça a été la folie. Ce qui était excessivement compliqué aussi dans mon travail, c'est que le public auquel j'avais affaire était un public de personnes toxicomanes, en grande partie. Donc leur problématique était plus la toxicomanie que la prostitution en soi. La prostitution étant un moyen pour eux de trouver un moyen rapide de trouver l'argent pour satisfaire leurs besoins. J'ai travaillé jusqu'en 95 uniquement avec la prostitution masculine. Ça peut paraître très paradoxal de dire cela, mais j'en ai gardé des souvenirs assez extraordinaires. Parce qu'il régnait une certaine ambiance. Ce qui était assez étonnant aussi, c'est qu'il y avait des clients qui sympathisaient avec les garçons, et il n'était pas rare, même plus que pas rare, qu'on allait en terrasse et qu'on se retrouvait comme ça, une petite bande d'une dizaine parfois, où on était mélangés, garçons, clients, prostituées et moi. Enfin voilà, c'était une dynamique assez particulière, dans laquelle je me sentais particulièrement à l'aise aussi, mais c'était très particulier. Donc j'ai travaillé jusqu'en 95 avec la prostitution masculine, et puis si je me souviens bien, on a eu un emploi à Icare, et on a décidé d'étendre notre action à la prostitution féminine, qui en fait se déroulait à même pas 1 kilomètre d'où les garçons travaillaient. Donc on a pris contact avec les filles. Alors on peut se poser la question de savoir, tiens, comment est-ce que vous prenez contact? J'ai envie de dire qu'avec les filles, c'est relativement facile parce qu'on a un bon support qui est le préservatif. Et donc on les aborde en général en leur demandant si elles veulent un préservatif. Bien sûr, on les observe un peu auparavant pour voir si elles travaillent, pour voir si ce n'est pas simplement une dame qui se balade dans le quartier. Remarquez que ça nous est que ça m'est déjà arrivé de m'être trompée et on se sent mal à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on a un bon support, c'est le préservatif. Alors moi aussi, dans ma politique de travail, je sais qu'elle est controversée. Certains estiment qu'il ne faut pas agir comme ça. Moi, je me présente directement en tant qu'éducatrice de rue. Je ne laisse jamais l'ombre d'un doute. Certains prétendent que c'est parfois plus intéressant de ne rien dire au départ. Enfin, moi, je ne suis pas dans cette optique. Je trouve qu'il est intéressant d'être très très clair au départ sur le travail que l'on fait. Et donc, dès le départ, je me présente. Et je ne sais pas, est-ce que j'ai de la chance, est-ce que j'ai une bonne gueule? Mais 9 fois sur 10, j'accrochais avec les filles. Et très très vite, même phénomène que chez les garçons, les filles ont commencé à me faire des demandes sociales. Maintenant, la problématique dont je viens de parler au niveau des garçons, c'est-à-dire la toxicomanie, je la retrouve aussi très très fortement chez les filles. Et j'ai envie de dire de manière encore plus spectaculaire. En fait, j'ai vécu une période où, à Liège, on distribuait assez facilement des médicaments à base de bromazépam. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Enfin, c'est une substance qu'on utilise dans les médicaments généralement pour se calmer, comme l'hypnome, comme le bromazépam, comme le fameux rohypnol. Donc cette substance active se retrouve dans tous ces médicaments.
et provoque un phénomène assez étonnant. C'est-à-dire que quand on prend... En fait, c'est fou. Hein. Enfin, il y a des scènes qui me marqueront à vie. Je me vois encore discuter avec une fille devant un café. Elle avait sa boîte de bromas, je ne sais plus lesquelles, et plus d'un ou n'importe quoi. Et elle me parlait et elle bouffait ses cachets, un par un, un par un. Et elle en a pris une vingtaine. Et en fait, ces cachets, quand on les prend avec excès, n'ont plus l'effet d'apaiser, mais au contraire ont un effet d'exciter la personne avec un phénomène aussi où on oublie tout le lendemain. Et vraiment, moi j'ai vécu plusieurs anecdotes dans mon travail, dont une fois, j'ai été dans un café avec des mecs, et puis un gars qui s'arrive et qui me dit Michel, dépêche-toi, je veux dire Freddy, s'attaque à ta voiture. Je vais voir. Et effectivement, elle s'attaque à mon rétroviseur. Alors, je me demandais ce qui se passait. Et en fait, Freddy m'avait demandé de le reconduire chez lui en voiture. Ça m'arrivait parfois de le faire. Et là, j'avais refusé parce que j'ai discuté avec d'autres jeunes et je n'avais pas le temps d'aller le reconduire. Et il a mal pris mon refus. Mais il faut savoir qu'auparavant, il avait pris son cachet, sa méthadone, il avait consommé dessus, il avait pris des cachets et il avait bu. Donc il était dans un état complètement second. Je ne sais pas par quel miracle il ne m'a pas tapé de la gueule. Il ne m'a pas tapé de la gueule. J'ai réussi, je ne sais pas trop comment, à pouvoir un peu le calmer. Enfin, il est parti. Et il est revenu le lendemain matin dans mon bureau pour s'excuser parce que les autres garçons lui avaient raconté ce qui s'était passé, mais lui ne se souvenait plus rien. Il était venu le lendemain matin pour s'excuser. Donc voilà, j'avais affaire à l'époque à un public excessivement difficile, où je me suis retrouvée dans des quantités d'anecdotes incroyables, parfois même dangereuses, dans mon travail. Et donc je répète, à l'époque, oui, j'ai eu une période très dure au niveau boulot, où au niveau social c'était assez pénible, parce que je ne peux pas compter le nombre de rendez-vous ratés que j'ai eus. Ce qui est assez extraordinaire et comique aussi à raconter, c'est que pour être sûr qu'ils viennent au rendez-vous, on va dire que c'est de l'assistanat, mais je m'en fous, il n'y avait pas d'autre solution, j'allais les chercher chez eux. Et alors le rituel, 9 fois sur 10, était tout à fait le même. Putain, je devais attendre un quart d'heure dans ma voiture, parce qu'à nouveau, quoi, il fallait qu'ils consomment avant de partir. Donc moi je sonne, j'arrive, il faut qu'ils consomment avant d'arriver dans ma voiture. Donc moi je poireaute pendant un quart d'heure, 20 minutes à les attendre dans la voiture. Enfin bon, voilà. Mais à côté de ça, je répète, je ne peux pas compter le nombre de rendez-vous ratés que j'ai pu avoir dans mon métier. Mais bon, moi je suis assez philosophe, je prends assez bien les choses, je ne leur en ai jamais voulu parce qu'ils rataient un rendez-vous, je ne leur ai jamais reproché parce qu'ils rataient un rendez-vous. C'est comme ça, c'est leur manière de vivre et je pense qu'en tant qu'éducateur de rue, ben, on doit s'adapter à cette manière de vivre. On n'est pas là pour leur imposer notre manière, mais on doit s'adapter à eux, à leur rythme. Et c'est ce que je crois que j'ai essayé de faire pendant tout mon travail. À cette époque-là, les filles venaient travailler parfois dans des états inimaginables. Elles tenaient à peine debout et elles venaient quand même travailler. Je me rappelle d'une fois où j'étais avec mon collègue de l'urgence sociale et on passait dans le quartier et on voit une fille qu'on connaît qui tenait à peine sur ses jambes. On se dit, on va pas la laisser là quand même. Et on la prend dans la voiture. 200 mètres plus loin, elle a ouvert la portière et elle a foutu le corps de la voiture. Voilà. Mais je veux dire, ce genre d'exemple, je le vivais au quotidien à l'époque. Qu'après, je répète, ça s'est calmé. J'ai toujours eu un public de toxicomanes, mais qui était, je répète, moins jeté que ce que j'ai connu dans les années 90, parce qu'à l'époque, et je pense que c'était la principale raison, il y avait les médicaments qui s'ajoutaient à cela. Moi, je m'interroge très fort en t'écoutant sur la question des horaires, parce
que j'entends que tu as vraiment un travail de jour. Comment allier la nuit, comment allier la journée. Mais j'ai exagéré. Hein. Ouais. Il y a eu une période où ma vie était plutôt Icare que ma vie privée. Il y a une époque folle où je rentrais à 4 heures du matin, je recommence à travailler à 10 heures. Enfin bon, non, j'ai eu une période. Mais j'étais tellement enthousiasmée par mon travail que ça ne me pesait pas. Mais je l'ai fait, malheureusement, au détriment de ma vie privée. Voilà. Mais ça aurait été difficile de faire autrement, non? J'ai l'impression, en travaillant avec ce public-là, comment... Je crois que ça dépend d'une personnalité à l'autre. Ouais. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui est très fort dans le contact humain. Moi, j'aime sentir les gens, ça ne me dérange pas de les prendre dans mes bras, de les embrasser. Je l'ai fait des dizaines de fois. Bon, ma personnalité est comme ça. Et puis, je crois que je suis aussi quelqu'un, quand je suis dans un projet que j'aime, je me lance à fond. Et là, c'est vrai que je me suis lancée plus qu'à fond. Et je répète, j'ai exagéré parce que j'ai vraiment empiété sur ma vie privée pendant toute une période. Et toujours par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des moments où tu as travaillé seul, des moments où tu as travaillé en C'était la question binôme? que je voulais poser. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui... Mais au début, j'ai travaillé en binôme. Et puis très rapidement, j'ai travaillé seule. Parce que pendant des années, à Icar, on n'était pas très nombreux. Donc c'était très difficile de travailler à deux. Et puis moi j'aime encore bien travailler seule parce que la relation avec l'autre n'est pas la même. Je pense qu'elle est plus authentique et l'autre s'y penchera plus vite si je suis seule que si j'ai un collègue avec moi. Donc moi j'aime encore bien travailler seule parce que je répète, la relation est beaucoup plus forte, je crois, quand je travaille seule que quand je suis à deux. Et le fait d'être seule, parfois n'était pas trop difficile. Tu arrives à trouver du relais au niveau de l'équipe quand même, parfois, pour permettre d'avoir du recul sur les situations ou pas? Parce que c'est une chose d'être seule dans la rue, mais être seule constamment dans son métier, voilà. Mais je pense, je dois être honnête, que c'est un reproche qu'on m'a fait à Icar. C'est peut-être de ne pas renvoyer assez. Voilà, ce n'est pas évident, quoi. C'est quelque chose à mettre en place. Je pense que j'ai été dans l'erreur, mais je pense que l'institution aussi. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment un endroit où je pouvais évacuer ce que je vivais. C'était parfois énorme, ce que je pouvais vivre sur une nuit. C'était pas une anecdote, parfois c'était 3-4 anecdotes. Mais je veux dire, je vivais des choses tellement fortes que c'était très difficile de renvoyer tout à l'équipe. Mais ça a été un tort de ma part, réellement. Mais je répète, l'institution n'avait pas mis vraiment un endroit pour pouvoir le faire. Oui, c'est à l'institution de proposer ces espaces-là. Je pense. Ouais. Ouais.